Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39 21, nous revenons sur ce drame la nuit dernière en Méditerranée, cet Airbus d'Égyptair qui a disparu des écrans radars. Vos questions à notre expert, c'est au 39 21. Xavier Titelman, spécialiste en sécurité aérienne, est donc revenu dans le studio d'Europe 1. Rebonjour monsieur Titelman, et donc nous allons prendre maintenant les appels de Caroline par exemple, qui est à Rouen, qui a composé le 39 21. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc vous avez pris l'avion assez récemment à Roissy, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai fait un Roissy-Paris. Et le contrôle ne vous a pas paru très satisfaisant ? Non, vous avez fait un Paris-Nice, c'est ça, hein ? Paris-Nice, oui, ouais. Tout à fait. D'accord. Et le contrôle ? Donc, écoutez, moi clairement, j'ai toujours sur moi un taser parce que je cours et que, vu ce qui se passe maintenant, je cours jamais sans. Manque de chance, évidemment, parce que j'aurais pas du tout souhaité finir au poste. Je l'ai oublié dans mon sac. D'accord. Et il est tout à fait bien passé au contrôle. À aucun moment on m'a arrêté. C'est-à-dire quand vous avez passé le sac, donc il était quand vous avez passé le sac au détecteur comment est-ce qu'on appelle ça ? Un scanner, voilà. Personne l'a vu. Au sac à main, au passage au bagage à main, oui. Personne l'a vu. D'accord. J'avais un taser et j'avais là c'était quelque chose que j'ai depuis très longtemps dans mon sac, que j'ai retiré maintenant évidemment. Oui. Un couteau suisse. Oui. Il était avec, donc j'avais et ça et le taser, donc je trouve ça énorme. Et il est passé aussi. Le couteau suisse est passé aussi. Le couteau suisse n'est pas gênant ? Si, c'est plus gênant. C'est beaucoup plus gênant. Ah oui, c'est plus gênant, oui, d'accord. Autant un taser, on n'est pas sur un élément qui soit létal. Si vous voulez, d'autant plus, c'est qu'à Nice, on m'a fait retirer une pince à épiler l'année d'avant. Oui. Et là, on me laisse passer avec un taser. Je trouve ça énorme, quoi. Et pourtant, c'était Roissy. Donc, ça m'a fait réagir. C'est la phrase de votre invité quand il a dit « On m'aurait dit ça hier, j'aurais dit que c'était totalement impossible. » Oui. Non, je continue à le dire. Xavier Titelman. On fait pas la même chose avec même un taser. Éventuellement, on est sur une arme déjà qui est pas létale. Donc, évidemment, ça doit être interdit. Évidemment, ça doit être détecté. Là, on est sur une faille. Maintenant, entre une faille sur un taser qui finalement, je pense que dans un scanner, ça doit être comme un rasoir électrique. Ça doit pas être quelque chose de très différent. C'est autre chose qu'une bombe. Un explosif qui fait peut-être plusieurs kilos, c'est quand même totalement différent en termes de détection. Le couteau suisse, ça c'est plus embêtant. Le couteau suisse, c'est plus gênant. Ouais. Alors évidemment, on peut se faire agresser par son voisin dans l'avion, comme ça peut arriver dans le métro d'ailleurs. Ça, c'est évidemment effrayant. Maintenant, pour prendre les commandes dans le cockpit, on est depuis le 11 septembre avec des systèmes, avec des portes qui sont blindées, qui empêchent l'accès, même si on était armé. Alors on peut se faire mal entre passagers. Soit dit en passant, une bouteille de vin que vous achetez, vous la cassez en deux, c'est coupant aussi. Hein. Oui, mais quand même, pour le coup, Xavier Titelman, ce que nous dit Caroline est quand même intéressant. Quand le sac passe au scanner, on ne comprend pas comment l'agent qui regarde le sac, donc il voit le contenu du sac, ne s'aperçoit pas qu'il y a un taser, même si le taser n'est pas une arme létale, quand même, il doit dire mais qu'est-ce que c'est ça De quoi s'agit-il ? Ouvrez le sac. On vous a pas fait ouvrir le sac, Caroline. Personne n'a rien vu. Si, alors c'est-à-dire que mon sac est passé au scanner. Alors. Oui, d'accord. Mon sac est passé au scanner. De là, il y a quelqu'un qui m'a dit, s'il vous plaît, je veux voir votre sac. Oui. J'ai donné mon sac. Il a regardé, il a ouvert, il a regardé, m'a dit, ok, c'est bon. Ah oui, donc celui qui a vu passer le sac dans le scanner, il a repéré quelque chose qui l'a un peu intrigué. Voilà, et celui qui après a ouvert le sac, lui, il avait les yeux ailleurs et il n'a pas vu ce qu'il y avait dans le sac. Ah ben pas du tout, mais il a même pas il n'a pas vraiment fouillé d'ailleurs. D'accord, il a jeté un œil et puis... Non, mais là, on est clairement sur une faille dans la procédure. C'est une défaillance de la sécurité. C'est clairement une défaillance. Maintenant, c'est pas une défaillance qui mène à l'explosion d'un avion. Non, mais c'est une défaillance. C'est une défaillance. Ah, c'est ça. Et dans un aéroport, vous le disiez tout à l'heure, Xavier Titelman, qui est très sécurisé, où les procédures sont quand même très rigoureuses. C'est plus que ça. Les scanners sont aussi capables de reconnaître des formes. Même s'il n'y avait aucun opérateur en train de le regarder, le scanner, il va reconnaître peut-être 40 000 formes différentes. Donc une lame, ça doit apparaître en rouge sur son écran. C'est peut-être pour ça qu'il l'a détecté d'ailleurs, mais derrière, c'est pas normal que la personne qui fait l'inspection supplémentaire ne l'ait pas vu. Bon, écoutez, voilà, Caroline, on peut pas vous dire autre chose, mais merci pour votre témoignage. C'est pas rassurant, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très rassurant, vous avez raison. Merci beaucoup, Caroline. Merci, au revoir. Bonne journée. Oui, Maxime. Oui, on imagine que les agents de sécurité dans les aéroports français, de sûreté, dans les aéroports comme Nice ou Paris, par exemple, ils voient défiler des centaines, voire des milliers de passagers dans leur journée. Comment est-ce qu'on contrôle leur vigilance ? Alors, je tiens à préciser, je suis spécialisé en sécurité, c'est-à-dire tout ce qui est maintenance, formation des pilotes. La sûreté, c'est une autre spécialité. D'accord. Je m'y connais, mais quand même, c'est pas le centre de mon travail. Donc les agents, évidemment, ont une formation qui est excessivement longue, poussée, rigoureuse
eux déjà avant de rentrer dans l'aéroport, ils sont contrôlés comme tout passager, c'est-à-dire qu'ils vont passer sous le rayon X, ils vont devoir badger, etc. Ensuite, il y a une alternance, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester pendant 10 heures sur un même poste, ils vont quand même tourner aussi pour avoir un niveau de vigilance qui reste assez élevé. Et ensuite, on a dans certains scanners, d'ailleurs j'ai appris ça à mes dépens, je l'ai vu, dans mon sac, je voyais un couteau au milieu de mon sac sur l'écran, et en fait l'opérateur a appuyé sur le bouton et le couteau a disparu. C'est-à-dire que eux ont des fausses alertes qui apparaissent aussi dans les différents sacs. On vérifie s'ils sont vigilants ou pas. Exactement. Après il y a des tests qui sont réalisés par l'État qui va tester et puis voir s'ils arrivent à détecter certaines choses, et les tests dans l'écrasante majorité des cas, faut pas utiliser ce terme, va être détecté. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes à Paris ? Tout à fait, oui. Vous avez appelé le 3921 parce que vous avez aussi une pratique particulière de la sécurité dans les aéroports. Écoutez, oui, je reviens d'un voyage que j'ai effectué à Tel Aviv et j'ai été frappé vraiment par la différence de sécurité qu'il y a entre l'aéroport de Roissy et ce qui peut se passer en Israël. Ou alors, d'accord, on dit que c'est l'aéroport le plus sécurisé du monde, l'aéroport de Tel Aviv. Et moi, j'ai envie de demander qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose. Enfin, quand je suis arrivé donc à l'aéroport de Roissy, j'ai été inspecté, on m'a posé des questions de sécurité par quelqu'un d'une entreprise privée qui ne semblait pas avoir grand-chose à faire de ce que je lui racontais. Donc, je m'interroge déjà sur est-ce qu'on doit déléguer de la sécurité aussi importante que celle d'avion à des entreprises privées. Ensuite, mes bagages qui étaient en cabine ont été inspectés, mais très rapidement. Il y avait des jouets des petits pistolets à bulles dans les valises de mes enfants qui n'ont pas été détectés, mais qui ont bien été détectés au retour à Tel Aviv. Et lorsque je suis revenu de Tel Aviv, alors là, on a un premier checkpoint, une espèce de péage où on est avant même dans la voiture, on est contrôlé, on nous demande ce qu'on vient faire. Il y a un premier contrôle, il y a la police qui nous accueille, ils nous posent des premières questions, des deuxièmes questions. Les valises sont inspectées, sont presque ouvertes presque systématiquement. Tout à l'heure, j'entendais votre invité qui disait que c'était presque impossible qu'il puisse se passer quelque chose à Roissy. Moi, j'ai l'impression que c'est extrêmement possible et la différence, elle est vraiment criante. J'étais très choqué par ça. D'accord. Pour l'instant, la preuve n'est pas faite qu'à Roissy, on peut passer ce qu'on veut. Mais il y a aussi un aspect visuel, il y a aussi une impression qui est donnée par Israël, effectivement, par ces différents checkpoints qui sont en amont, par la présence de la police, de l'armée, qui vont en plus passer systématiquement avec des sortes de petits détecteurs, parce qu'ils ont tout simplement un niveau de menace qui n'est pas le même que celui qu'on avait en France jusqu'à maintenant. Oui, maintenant, le niveau de menace, je suis pas sûr qu'il soit très différent aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe en ce moment, à un moment donné, il faut qu'ils prennent le point et que c'est ce que j'allais dire. Qu'ils augmentent leur niveau de menace, parce que là, on y est franchement, quoi. Il y a un domaine dans lequel on peut s'améliorer, c'est le profilage des passagers. Aujourd'hui, la liste des personnes fichées S n'est pas à disposition des agents de sûreté aéroportuaire quand les gens rentrent dans l'avion. C'est le genre de choses sur lesquelles il faut évidemment avancer. Maintenant, j'imagine. Ça a été conçu de cette manière-là aussi en Israël depuis des décennies, donc ça va être compliqué de mettre des checkpoints en amont de Roissy, et puis il faut voir aussi qu'ils n'ont pas le même volume de passagers sur des aéroports parisiens. On est peut-être à 80 millions de personnes par an juste sur Paris. Avec Israël, on n'a pas vraiment le même niveau. Alors du coup, on peut mettre plus de monde plus facilement. Oui, voilà, c'est des militaires qui sont avec leur service militaire, qui passent 2 ans dans l'armée, c'est gratuit. En France, le coût pour mettre ça en place, ça va être excessivement élevé. Voilà David, ce que l'on pouvait répondre dans un rapide comparatif Tel Aviv-Roissy. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé le 3921. Je vous souhaite une bonne journée. Maxime ? Oui, parmi les questions qu'on a reçues sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook d'Europe 1, question de Sandrine. Je ne comprends pas le système des boîtes noires tellement archaïque. À quand les caméras en direct dans la cabine de pilotage ? S'il ne se passe rien, tout s'efface à l'atterrissage. Alors, dit comme ça paraît simple. Ça paraît simple. En réalité, c'est une question de connexion de données. C'est-à-dire que dans l'espace, il n'y a pas assez de satellites pour pouvoir transmettre en temps réel, ne serait-ce que le son. Si tous les avions devaient transmettre en temps réel vers l'extérieur pour que ce soit enregistré au sol, par exemple, il n'y a pas assez de satellites dans l'espace. Voilà, donc il faudrait multiplier par 2, par 4, par 10 le nombre d'avions en vol, parce qu'il ne faut pas oublier... De satellites, pardon. Satellites en vol. Oui. À la seconde où on est en train de parler, on a 700 000 personnes dans un avion. On a 100 000 vols réalisés par jour. On a peut-être 20 000 avions qui sont en train de voler en ce moment. C'est totalement impossible d'avoir une telle connexion de données dans l'espace. Donc une idée de bon sens est un peu battue en brèche par la connaissance évidemment du dossier. Une autre question, Maxime ? Non, pas pour l'instant. Bonjour Cassidy. Bonjour Cassidy. Cassidy, elle est là, elle n'est pas là ? Non, elle n'est pas là. Alors peut-être... Bonjour Cassidy. Kevin est peut-être avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous êtes en Seine-Maritime ? C'est ça. Et vous envisagez bientôt de faire un vol vers Abu Dhabi, c'est ça ? C'est ça, ce soir.
Ce soir. Ah, vous décollez ce soir. Et donc, j'imagine qu'hélas, l'actualité doit susciter chez vous quelque inquiétude. Et effectivement, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on n'y pensait pas trop. Ensuite, il y a eu les attentats de Bruxelles. On a commencé à se poser la question parce qu'on avait déjà réservé le voyage. Et là, ce matin, en préparant la valise, on apprend qu'un avion s'est crashé, que la piste terroriste n'est pas écartée. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la personne qui intervenait juste avant sur l'exemple israélien, mais sans aller si loin, lorsque je suis allé en Pologne, je peux vous assurer que le contrôle en Pologne est totalement différent que celui de Roissy. Lorsque je suis parti de Pologne, j'ai été fouillé de la tête aux pieds, mon sac a été vidé sur le tapis pour vraiment vérifier qu'il n'y a aucun problème. Et lorsque vous êtes en France, c'est à peine si on vous palpe, on regarde les sacs à la va-vite, donc je pense qu'il y a quand même une grosse défaillance dans les aéroports parisiens. Vous partez à Abu Dhabi, donc vous partez de Roissy, Kevin, c'est ça ? Oui. D'accord. C'est ça. Est-ce que, Xavier Titelman, l'actualité ne suggère pas que c'est toujours mieux ailleurs que chez nous ? C'est ce que j'allais dire. Et peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui sont inspectés au hasard. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes aussi dans ceux qui ont été... Parce que parfois, le système sonne juste pour qu'on contrôle les gens, même s'ils n'ont absolument aucune raison de sonner. Donc peut-être que vous avez été parmi ces personnes-là en Pologne. Je ne sais pas si toutes les personnes se faisaient fouiller de la même manière que vous, mais il est évident qu'on ne peut pas... il y a des choses qu'on va faire, mais qui ne sont pas forcément utiles non plus. On n'a pas besoin de vider le sac systématique quand on n'a pas de doute sur le contenu d'un bagage. Ne croyez pas que je suis en train de défendre systématiquement ce qui se passe en France. On est sur des niveaux de sûreté, pour moi, qui sont parmi les plus élevés du monde et qui fonctionnent bien jusqu'à maintenant. Depuis les années 80, il n'y a pas eu, même dans le monde, depuis les années 80, il n'y a pas eu un explosif opérationnel qu'on a réussi à faire entrer dans un avion. Il n'y en a eu aucun jusqu'à l'année dernière, le crash en Égypte, oui, et qui était lié là à l'avion la mauvaise russe, 224 morts, je crois. Et dans lequel il y avait eu une mauvaise procédure au sol par les Égyptiens, donc c'était encore autre chose. Bon voilà Kevin, peut-être que Paris, tout de même, les contrôles sont de qualité. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon voyage, vous partez quand même ce soir. Non, c'est pas votre vol. Oui, je pars quand même. Oui. Bon, très bien. Donc bon voyage vers Abu Dhabi et merci d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Bonne journée. Merci de même. Maxime ? Un souvenir personnel, d'un reportage aux États-Unis qui avait duré plusieurs semaines et où j'avais pris plusieurs vols intérieurs aux États-Unis. À l'époque, j'étais systématiquement fouillé, mes bagages étaient fouillés systématiquement et au bout de 3 ou 4 fouilles, je demandais à l'agent de sécurité pourquoi est-ce que ça tombait toujours sur moi. Il m'avait dit c'est simple, vous êtes un homme seul et vous n'avez que des billets aller. Aucun billet aller-retour, c'est pour ça que vous êtes ciblé. Est-ce que ce genre de ciblage existe aussi en Europe et en France ? Le profilage, ce que je disais tout à l'heure, est clairement à améliorer en Europe. C'est-à-dire que ça n'existe pas chez nous. Pas d'une manière aussi élaborée, pas d'une manière aussi aboutie. Aux États-Unis, ça a aussi mené à on fouillait plus fréquemment les musulmans. Il y a aussi d'autres questions dans ce type-là. Mais c'est vrai qu'en Europe, clairement, il n'y a pas de communication entre les services de police aussi facilement que ce qu'il peut y avoir aux États-Unis. Nous marquons une pause et nous reprenons ce dialogue dans quelques instants au 39-21. Nous évoquons la disparition du vol égyptaire Paris-Le Caire. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39-21, nous revenons sur la disparition de cet Airbus A320 d'Égyptaire la nuit dernière en Méditerranée, Jean-Michel. Oui, et j'accueille Raoul sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Raoul. Ouais, bonjour Jean-Michel. Vous êtes dans l'heure à La Chapelle-Réanville. Voilà, tout à fait. Et on vous écoute. Je suis un gros mangeur de pommes, donc dans mon sac au quotidien, j'ai toujours une pomme et un couteau que j'ai chippé dans ma cuisine, et pas un petit couteau, puisque c'est un petit couteau de boucherie qui fait une lame de 10 cm. Et l'autre jour, je suis parti pour un voyage commercial à Istanbul, donc j'ai fait Roissy-Istanbul, et j'avais oublié, sans m'en apercevoir, ce couteau dans mon sac. Donc je suis passé comme d'habitude au contrôle bagage à main, personne n'a rien vu, je suis allé à Istanbul, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis revenu, et idem à Istanbul, personne n'a vu ce couteau. C'est le lendemain, en vue dans mon sac, parce que j'avais égaré un carnet de chèques, que j'ai découvert que effectivement j'avais oublié ce couteau. Donc là j'étais horrifié parce qu'effectivement j'ai volé pendant 6 heures avec un couteau dans mon sac, voilà. Donc si moi je peux le faire, je pense que d'autres personnes peuvent le faire. Ouais, encore une fois, c'est toujours des petites failles, et avec les millions d'auditeurs, il y en a forcément quelques-uns qui ont vécu ce genre de choses. Oui, mais quand même, c'est pas anodin quand même. Alors c'est pas anodin, mais ça reste encore une fois un couteau. Ça reste encore une fois un couteau. C'est-à-dire qu'on peut se faire agresser. On peut détourner un avion avec un couteau. Alors, plus aujourd'hui, plus depuis le 11 septembre, dans la mesure où les cockpits sont blindés et qu'on ne peut plus y accéder, même avec un flingue, vous ne pouvez pas rentrer dans le cockpit. Il y a des digicodes qui sont inviolables, enfin, vraiment, c'est des choses
certes, c'est dangereux, certes, on peut agresser quelqu'un à côté de soi, on peut prendre en otage une hôtesse, mais on rentre pas dans le cockpit. C'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, du coup, le couteau, malheureusement, c'est quand même, ce sont des anecdotes, parce qu'il y en a plusieurs comme vous, Raoul, qui nous racontent un peu la même anecdote. Mais donc, ce sont des anecdotes. Moi, je n'imaginais pas que j'entendrais ça, vous voyez. On découvre un peu. Je pensais on fait tellement attention. Moi, quand je prends l'avion, je fais tellement attention à part du coton-tige, je mets rien dans mon sac. Sinon, donc, du coup, on se dit tiens, mais là, on peut mettre des couteaux, on peut mettre un taser. Ne le faites pas, n'essayez pas. Pas essayer, non. Voilà. Mais ça vous a surpris, Raoul, je comprends. Je pense qu'il y a des choses à faire encore pour améliorer tout ça. Bon. Voilà. Bon, écoutez, merci. Continuez à manger des pommes, c'est bon pour la santé. C'est gentil, merci. À bientôt. Au revoir. Maxime ? Il y a une chose, Xavier Titelman, qui nous a interpellé ce matin en préparant l'émission avec Jean-Michel, c'est que parmi la liste des passagers donnés par Egyptair, il y a 3 agents de sécurité. Alors, je ne connaissais pas cette procédure en Égypte, mais il y a certains pays qui ont ce qu'on appelle des air marshals. C'est-à-dire les États-Unis, Israël, l'Iran étaient historiquement les 3 pays dans lesquels il y avait systématiquement dans les avions, ou quasi systématiquement, un agent armé capable de contrer une éventuelle attaque terroriste. Armé ou pas d'ailleurs, c'était pas systématique. Parmi les passagers, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas lequel était un agent. Donc si l'Égypte a mis en place cette procédure, c'est certainement après l'attentat de novembre de l'année dernière, c'est une possibilité. Franchement, je l'ai appris en même temps. Découvert aussi, voilà. Ouais. Il y avait 2 pilotes, 5 membres d'équipage et 3 agents de sécurité. Donc 10 personnes qui composent le personnel de bord et 56 passagers. Oui. 66 personnes au total. Et ça, vous le découvrez, vous qui connaissez. Nouveauté, ça veut dire que Egyptair est discret sur les mesures, les dispositifs de sécurité qu'il met en place. Peut-être que je ne m'y suis pas assez intéressé, mais en tout cas, je n'en avais pas entendu parler auparavant. Non, sérieusement. Oui, bien sûr. Vraiment, c'est une bonne chose que ça existe, c'est une très bonne chose. Et donc là, 3 agents de sécurité qui auraient été dans l'avion et qui faisaient partie donc du personnel navigant. Ce qui rend l'idée d'une prise de contrôle par des terroristes plus compliquée également. Bien sûr, vous avez raison. Bonjour Anne-Christine. Oui, bonjour. Vous êtes en Haute-Savoie, Anne-Sylvieux. Oui. Moi je vous appelle parce que j'ai fait récemment au mois de janvier, on était 6 personnes, on a fait Genève-Bruxelles, donc c'était suite après les attentats de novembre. Et à aucun moment on a été contrôlé au niveau de nos papiers d'identité. Ça, c'est normal. À l'aller, on n'a même pas, les bagages à Genève n'ont pas été contrôlés du tout. On n'avait que des bagages à main. On circulait avec EasyJet, donc on avait acheté nos billets sur Internet. Donc à aucun moment on a prouvé notre identité, on avait nos bagages à main avec nous, jamais on a été fouillés. Et au retour à Bruxelles, EasyJet nous a proposé de mettre nos bagages en soute parce qu'il y avait trop de bagages à main. Et la personne au guichet m'a demandé mon billet électronique, mais jamais elle a vérifié ma carte d'identité. Aller-retour, j'ai jamais eu à justifier de mon identité. De votre identité. D'accord. Alors à Genève, pas de contrôle d'identité et aucun contrôle de bagages. Alors, dans l'espace Schengen, c'est clair que les contrôles d'identité sont, je vais dire, qu'ils sont pas obligatoires. Donc réduits. Il y a souvent une vérification quand même, que ce soit bien la personne qui a acheté son billet qui le prenne. Et donc on vérifie l'identité à ce moment-là. Mais c'est plus la compagnie qui s'y intéresse et c'est pas une question de sécurité, encore une fois. Et d'ailleurs, récemment, on a cette fameuse loi pour le suivi des passagers, avec j'ai oublié le nom de cette nouvelle règle. Oui, au Parlement européen. Voilà, exactement. Maxime, aidez-nous, parce que là on est un peu paumé. Comment s'appelle la loi sur les passagers, le NEM? C'est quoi le... Bon, ça va nous venir. Allez-y, poursuivez Xavier Titelman, on va trouver. Le but de cette loi, c'était aussi d'être capable de suivre les personnes qui vont prendre l'avion, savoir qui l'achète, qui le prend, et là, il y aurait des contrôles qui redeviendraient systématiques. Mais dans l'espace Schengen, il y a une liberté de circulation. Ce qui est important, c'est de vérifier. Mais normalement, on vérifie systématiquement l'intégralité la sûreté, encore une fois. Est-ce qu'il y a des armes? Est-ce que vous emportez des choses qui soient dangereuses? Quand vous êtes passé quand même les procédures de sûreté, quand vous êtes arrivé dans la zone d'embarquement, vous avez quand même passé un sas de sécurité dans lequel votre bagage à main est passé dans un scanner? Non. Il n'y a pas eu de scanner à ce moment-là? Non. Vous n'êtes pas passé non, et j'étais surprise. Hein? J'ai été très surprise parce que c'était suite aux attentats. Moi, je m'attendais, en plus, c'était Bruxelles, j'allais à Bruxelles, donc franchement, je m'attendais à ce que la sécurité soit renforcée. Et je tiens à préciser quand même que Genève, je suis partie du côté suisse et pas du côté français, donc ça ne fait pas partie de l'espace Schengen. J'étais sur un vol international. J'étais pas sur un vol, de France à européen. Et vous êtes passé sous un portique à un moment? Pardon ? Vous êtes bien passé sous un portique à un moment. Il y a une force. Alors,
il y a un moment, il me semble que non, parce que justement, on a été surpris toute. Il faudra qu'on aille faire un reportage à l'aéroport de Genève, là, tel que vous le décrivez. C'est une maison ouverte aux 80. Hein. Je le prends assez. Écoutez, j'ai pris un vol pour le Mexique plus tard, et j'ai été contrôlée en vol international long courrier. Oui. Mais autrement, non. Pour Bruxelles, justement, c'est pas la première fois que je prenais l'avion, et j'avais pris l'avion que pour des longs courriers et des moyens courriers comme ça, jamais. Et j'étais vraiment surprise. Donc Genève-Bruxelles, au départ de sécurité. D'accord. Au départ de Genève, ça vous apparaît. Il faut vérifier comment ça peut être possible, mais d'accord. Théoriquement, c'est impossible de rentrer sans passer sous un portique ou dans un scanner. Et Bruxelles, la personne nous a jamais demandé ni nos papiers. Je lui ai juste donné mon billet électronique, mais elle n'a pas vérifié que c'était moi. Donc ça peut être n'importe qui met un bagage en soute, qui prend pas l'avion, et voilà quoi. Oui, non, par contre, les bagages de soute sont forcément corrélés avec une personne qui doit être à bord. Oui, là pour le coup, je sais pas trop comment ils ont travaillé à Genève le jour où vous avez été, mais là pour le coup, il est difficile d'imaginer qu'un bagage effectivement de soute soit accepté sans que celui qui l'apporte produise une pièce d'identité. Plus que ça. Eh ben oui. Moi j'ai donné juste mon billet électronique, et en plus, quand on a fait l'embarquement, à l'embarquement, ils nous ont jamais demandé nos pièces d'identité. Parce que même donc, ce qui fait que jamais on a pu vérifier si c'était bien moi qui était sur le vol, quoi. Parce que normalement, même les personnes qui rentrent dans la partie sécurisée, à partir du moment où on est dans cette zone-là, si on fait demi-tour, les bagages qui sont en dessous doivent sortir. C'est-à-dire que dans l'avion, ils font l'appel. Enfin, en gros, ils vont vérifier combien il y a de personnes dans l'avion. Si tout le monde n'y est pas, on va vérifier qui est absent. Et à ce moment-là, on va sortir ses bagages. Ce qui fait prendre souvent du retard aux avions. Au retour du Mexique, on a failli louper le vol, et alors qu'on était à New York et on transite par New York, on a failli louper le vol New York-Genève, et effectivement, je pense qu'ils auraient ressorti nos bagages si on n'était pas monté dans l'avion. Par contre, je tiens à préciser quand même qu'à New York, on a eu double contrôle puisqu'on a été obligé, alors qu'on circulait sur la même compagnie de Cancun à New York et de New York à Paris, et on a été obligé de ressortir nos bagages. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, de les repasser pareil par un SAS contrôle pour les remettre sur le vol de New York-Genève. On retiendra, Anne-Christine, que le vol que vous avez effectué entre Genève et Bruxelles, visiblement à partir de Genève, ça n'a pas été dans des conditions de sécurité optimales. Merci d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, Christine. Bonne journée. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bonjour Luc. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, peut-être un peu loin du téléphone, ou peut-être un téléphone sur haut-parleur. Oui, ça doit aller mieux. Ok, parfait. Donc vous posiez la question de savoir si, je dirais, ce terrible événement, je veux dire, problème technique ou attentat ayant un peu changé, je dirais, notre... Vous avez un haut-parleur peut-être, hein? Pardon? Vous utilisez un haut-parleur peut-être, non? Ah non, pas du tout. Non, c'est mon portable, mais il n'est peut-être pas de grande qualité. Ça résonne comme si vous étiez dans une espèce de grotte mystérieuse. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bon, d'accord. Alors, allez-y. Oui, donc savoir si ça allait changer un peu notre souhait de voyager et tout. Donc pour ma part, je pars avec des amis demain à Rome. Oui. On est proche de la frontière luxembourgeoise, donc nous on part du Luxembourg. Donc en aucune mesure, je dirais, ça ne change en quoi que ce soit, je dirais, notre volonté de voyager. Moi aujourd'hui, problème technique ou attentat, comme je le disais, je ne sais absolument pas du tout. Si c'est attentat et tout, à mon avis, je pense que c'est un problème, je dirais, par rapport, à l'État français puis par rapport à l'Égypte. Je veux dire, c'est un symbole de viser l'État français. Partant du Luxembourg, je pense que le risque est quand même bien moindre que de partir sur un aéroport parisien. D'accord. En tout cas, vous, ce fait divers ne vous inquiète pas trop. Il a visiblement un peu fatigué votre téléphone parce que la qualité sonore n'était pas très bonne, mais on était ravis de vous accueillir, Luc, sur l'antenne d'Europe 1, et donc on comprend que pour l'instant, vous ne changerez rien à vos habitudes. Xavier Titelman, on apprend quand même beaucoup de choses en écoutant des auditeurs qui racontent leur expérience. Oui, on a des cas particuliers avec des personnes qui sont passées entre les contrôles. Ça reste une extrême minorité. Il faut comprendre que ce sont des millions de personnes qui sont contrôlées. Et qui nous écoutent et qui donnent leur témoignage. Et c'est justement ceux qui sont passés entre les gouttes qui arrivent à donner ce genre de témoignage. Vous pensez peut-être que personne ne passait entre les gouttes, c'est une idée un peu idiote peut-être. On l'espère, on en est proche. Il faut quand même être clair, on est aussi proche de la perfection. Si on a des cas comme ça, ils sont exceptionnels. C'est eux qui sont anormaux, et la majorité, évidemment, des contrôles aboutissent à une sécurité totale. Voilà.
Et donc il faut rappeler que la disparition de cet avion-là, qui était évidemment une réalité, nous n'en connaissons pas les causes. Donc nous avons évoqué là la sécurité des aéroports parce que, voilà, en méconnaissance des faits tels qu'ils se sont passés, nous avons voulu comprendre comment ça se passait dans les aéroports. Je vous remercie Xavier Titelman de nous avoir accompagnés dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1, un dialogue que nous reprendrons demain au 39 21 à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.